bonjour docteur. Bonjour Geneviève, je peux vous appeler Geneviève? Oui, c'est mon nom d'antenne aussi, de radio, voilà, oui. Et donc, je vous reçois aujourd'hui, alors, pour le spectacle de Cédric. Donc, nous allons parler de Cédric, mais il faut peut-être aussi préciser que ce spectacle... Cédric nous fait l'immense honneur de venir jouer bénévolement au profit de deux associations auxquelles j'appartiens, le Lions Club, pour laquelle je suis déjà intervenu plusieurs fois dans votre émission, oui, dont on pourra reparler un petit peu, et puis une association qui s'appelle l'ONG Niaga, parce que je suis médecin et que je pars depuis plus de 2 ans maintenant en mission humanitaire au Sénégal, travailler dans un dispensaire de brousse, faire de la consultation. Et voilà, donc cette association ONG Niaga a des besoins, bien sûr, comme toutes les associations. Et Cédric a accepté de venir jouer bénévolement au profit de ces deux associations. Bien, alors Cédric était déjà venu jouer au profit du Lions Club et c'est pour cela d'ailleurs que je vous avais interviewé il y a quelque temps. Exactement, il y a 6 ans exactement. Déjà 6 ans? Déjà 6 ans. C'est pas possible. Oui, si. Voilà. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'il revient jouer dans la région. On est arrivé à Noyon en 1977. Cédric avait 2 ans. Il a fait toute sa scolarité à Noyon jusqu'au bac, le collège Pasteur, le lycée Calvin, après être passé par l'école Vessenburger en premier Notre-Dame pour les maternelles, pour n'oublier personne. Donc il reste attaché à Noyon, qui est la ville dans laquelle il a grandi. Oui, et donc, mais c'est aussi la ville dans laquelle il a commencé le piano. Tout à fait. Donc dès l'âge de 5 ans, parce que très très tôt, il a démontré un goût très particulier pour la musique, et nous avons eu du mal à trouver un professeur de piano à l'âge de 3 ans, 4 ans, parce que c'était trop tôt. Et l'école de la musique n'existait pas à l'époque à Noyon, et nous avons trouvé une professeure particulière qui était Madame Perrier, qui l'a, vais-je dire, fabriqué, parce que c'est grâce à elle qu'il a été le grand pianiste, qu'il est le grand pianiste aujourd'hui qu'il est, avec tout son palmarès. Et c'est Madame Perrier qui a été à l'origine de tout ça. Et bien qu'elle ne soit plus là, je tiens à lui rendre hommage, parce qu'elle a vraiment façonné Cédric dans son personnage et dans son comme musicien. Mais à 3-4 ans, les doigts sur les touches. La première fois qu'il a vu un piano, Cédric n'a pas tapé dessus comme feraient beaucoup d'enfants pour faire du bruit. Il a immédiatement été touché chaque touche avec un doigt, et on avait l'impression qu'à chaque fois qu'il appuyait sur une touche, il enregistrait dans sa tête le son que transmettait la touche, et il a voulu très vite comprendre comment ça marchait, donc nous demandait à ouvrir un piano pour regarder les marteaux qui tapaient sur les cordes, pour comprendre à quoi correspondait, quand il appuyait sur une touche, ce son qui lui revenait, comment c'était possible. Donc il avait 3 ans. Oh, c'est super. Mais alors c'est terrible cela, ce que vous dites, parce que à chaque fois qu'on l'écoute, et j'ai une amie aussi qui me dit, mais ça lui fait le même effet, on a toujours l'impression qu'il y a une sorte de toute petite suspension avant la note. Et ça correspondrait finalement, c'est étonnant, il y a cette espèce de... Mais il a un art de jouer, c'est vrai que Madame Perrier lui a beaucoup appris cette suspension avant la note, et c'est vrai qu'il l'utilise beaucoup dans son jeu, et que moi je suis toujours émerveillé de toute façon de voir cette autonomie de chaque doigt l'un par rapport à l'autre, qui me paraît quelque chose de monstrueux, parce que moi j'en ai absolument pas la capacité, et il se joue avec les doigts. Beaucoup utilisent ce terme c'est un peintre, il utilise toutes les palettes de sons que peut produire un piano, du plus fort au plus doux. Il est capable de maîtriser l'instrument avec énormément de finesse. C'est magique. Alors je me rappelle lui avoir demandé, puisque on l'avait eu aussi en direct, je me rappelle lui avoir demandé comment il faisait à chaque fois, parce qu'il peut pas emporter son piano, c'est pas comme une flûte.
Et il avait dit que, eh bien, finalement, il avait en quelque sorte apprivoisé le piano. Voilà, c'est le terme que j'utilise également. Oui. C'est-à-dire, c'est un des rares instrumentistes qui n'a pas son instrument. Et chaque fois qu'il va quelque part, il a un piano qu'il découvre en arrivant. Ça l'oblige à arriver facilement une journée ou au minimum une demi-journée avant, pour effectivement apprivoiser le piano, parce qu'il n'y a pas deux pianos pareils. Il y a des bons, des moins bons. Il y a des pianos qui ont des notes qui sont fermes, des pianos qui sont plus vieux, qui ont des touches qui peuvent être plus souples. Il y en a qui ont plus d'aigus, il y en a qui ont plus de graves. Il est vraiment obligé de jouer pour voir comment il va pouvoir maîtriser, apprivoiser et puis dompter cet instrument pour pouvoir produire avec ce qu'il a envie de produire avec, dans le meilleur de ce qu'il peut faire avec le piano qu'on lui donne. Et c'est vrai que c'est tout un travail. Cédric, quand il part en tournée, fait très peu de tourisme. Il voyage beaucoup, mais quand il arrive, le premier objectif, c'est d'aller voir le piano qu'on va lui attribuer, avec lequel il va devoir donner son concert. Il donne son concert le soir. Et souvent on repart le lendemain, donc on n'a absolument pas le temps de faire de la visite et du tourisme dans les villes magiques dans lesquelles il peut aller, parce qu'il circule dans le monde entier. Je me rappelle quand on l'avait interviewé, il revenait du Japon, il allait partir au Brésil, enfin c'est vraiment... Mais là il rentre hier d'une tournée de 3 semaines où il a fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie et puis Hong Kong. Et il est rentré hier, assez fatigué après 3 semaines de tournée très intense, mais toujours aussi enthousiaste de ce qu'il fait. Il aime vraiment ce qu'il fait, c'est sa vie. Oui, et alors moi j'avais remarqué quand il était venu au Théâtre Impérial, je me rappelle j'étais peu de temps avant qu'il monte sur scène, j'étais dans le hall et puis les gens ne le connaissaient pas forcément et on l'a vu passer en short. Très décontracté, enfin c'était très très amusant. C'était une demi-heure avant de monter sur scène, puis on s'était regardé avec mon mari en disant mais c'est pas possible. C'est incroyable parce que quand il va monter sur scène et après on sent il est complètement intériorisé. Et puis là il était mais d'une décontraction, mais c'est incroyable. Oui, c'est vrai qu'il a cette capacité d'être complètement détendu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'a pas le trac avant de rentrer sur scène. Je n'ai jamais entendu manifester ce trac, alors que d'autres grands pianistes tels Samson François avaient été terrorisés avant de rentrer sur scène. Cédric a besoin de se concentrer juste avant le concert, mais il a cet art de savoir se détendre complètement en dehors du moment même du concert, comme après un concert, il est très détendu. Et moi, un de mes grands bonheurs de père, c'est que Cédric est resté très simple et Cédric est resté très abordable vis-à-vis de tout le monde. Il s'est jamais pris la tête et ça, c'est un très très grand bonheur pour moi de sa simplicité. Oui, ça se sent. Et vraiment, il y a beaucoup de simplicité et énormément de générosité. Ah oui, alors ça c'est un terme qui revient très souvent par tous les journalistes, les critiques qui ont assisté à ces concerts, toutes les personnes qui l'écoutent. Cédric, quand il joue, se donne à son public. Il a vraiment envie de transmettre quelque chose. Il joue vraiment pour faire passer quelque chose et il donne. Et c'est vraiment la générosité de son jeu. Tout le monde la ressent. C'est assister à un concert de Cédric, j'allais dire, comme tous, écouter un disque et voir en vrai, ça n'a rien à voir. Voir en réel un pianiste comme n'importe quel autre, je parle pas de lui, mais comme n'importe quel autre instrument ou n'importe quel orchestre, le voir en vrai donne une dimension tellement importante à la musique. On vit de façon tout à fait différente. On est dans la musique, on est avec la musique. C'est une expérience. Il faut voir en même temps qu'il faut entendre. Et moi, ce que je remarque, c'est que une fois qu'on a vu la personne sur scène, on n'écoute plus le disque de la même façon. Ah oui, ça c'est vrai. Et en plus, Cédric, moi je suis mélomane mais non musicien, c'est-à-dire que certaines œuvres de ma jeunesse, parce que j'ai été bercé dans un monde de la musique à l'oreille, me parlaient, mais j'étais obtus à tout ce qui était le XXe siècle, Bartók, Ravel, Debussy. Ça cassait un petit peu les normes que j'avais de la musique, et Cédric, quand il décortiquait ça à la maison, forcément j'étais obligé de l'entendre. Et certaines fois Cédric m'expliquait le déroulement
déroulement de ce qu'il était en train de jouer. Et c'est vrai que ça me permettait de pénétrer plus facilement dans ce monde musical auquel j'étais un petit peu fermé. Et à partir de là, Cédric a régulièrement pris l'habitude, au début des concerts, d'annoncer un petit peu ce qu'il allait jouer et de donner quelques petites indications qui vont permettre de décrypter au fur et à mesure de ce qu'il va jouer, de pénétrer même pour des gens qui ne sont pas mélomanes, des gens qui ne connaissent pas, de rentrer plus facilement dans la musique qu'il va jouer parce qu'il a expliqué un petit peu à l'avance le déroulement de ce qu'il allait jouer. Et ça, c'est vraiment super quand tu fais ça. Alors Bartók, bon là, moi j'avais apporté le disque, mais on ne passera peut-être pas parce que effectivement, ça n'est pas facile et ça n'est pas ouvert pour toutes les oreilles. C'est pas évident. Hein. Ah, c'est monstrueusement difficile oui. Déjà, et c'est vrai que ce sont des musiques auxquelles nos oreilles sont pas toujours très bien habitué. Le récital qu'il vient nous donner dimanche, c'est un récital Chopin. J'allais dire Chopin. Voilà. Donc, bon, moi, je passe Cédric pratiquement chaque semaine. Je passe systématiquement un petit morceau très souvent après la lecture que je fais pour les adultes, parce que je trouve que son piano est absolument super. D'ailleurs, j'offre souvent les disques de Cédric à tous les gens que je connais et dont je sais qu'ils aiment la musique. Et puis j'ai une amie donc qui est professeure des écoles, qui l'écoute systématiquement en partant à l'école et qui une fois a oublié qu'elle allait à l'école. Elle nous a fait rire parce que elle voulait écouter le disque jusqu'au bout et puis elle s'est rendue compte qu'elle allait être en retard. Mais ça m'étonne pas parce que je crois qu'une fois qu'on est plongé dedans, effectivement, c'est magique. Alors effectivement, bon, souvent je passe Brahms, je passe donc aussi Chopin. D'ailleurs, on en passera tout à l'heure. Et bon, parce que ça s'adresse un petit peu plus facilement à tout le monde, c'est évident. Mais je crois, il me semble savoir qu'il avait été nommé dans l'un de ses disques a été nommé dans les 100 meilleurs disques. Ah oui. Alors si on parle de ses récompenses et de ses prix, bon d'abord il a été vainqueur du Grand Prix Long Thibault, qui est un des grands prix, le Grand Prix français de piano, qu'il a gagné en 1998, après avoir été finaliste dans des concerts, dans des concours à Tel Aviv, à Brême, à Dublin, à Rome, à Milan, dans différentes villes. Et puis, c'est ce Grand Prix Long Thibault qu'il a gagné à l'unanimité, Grand Prix de l'orchestre, Grand Prix du public, Grand Prix, etc., l'a lancé dans sa carrière internationale. Depuis, il a enregistré de nombreux disques et certains de ces disques ont été récompensés. Donc les derniers Bartók, Diapason d'or, et puis également un Diapason d'or pour un Szymanowski, qui est n'est pas facile, qui est un musicien, si je ne me trompe pas, hongrois polonais. Oui, ça je vous aiderai pas trop. Non, j'ai honte, mais je suis. Moi aussi. Mais je n'affirmerai pas sa nationalité, mais donc avec lequel il a été effectivement reconnu et qui, dans la revue Diapason, a été retenu comme l'un des 100 plus beaux disques de tous les temps. De tous les temps, oui, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et c'est étonnant parce que Cédric, au lieu d'en retirer fierté, pour lui, c'est... Je ne veux pas dire que c'est normal ou qu'il a été indifférent à cette récompense, mais ça ne l'a pas du tout transporté comme ça n'a pas rajouté quoi que ce soit dans son bonheur de jouer, dans sa vie, d'être considéré avec un disque dans les 100 plus beaux disques de tous les temps. Mm-hmm. Oui, mais enfin nous rendons compte. Oui. D'ailleurs, j'étais presque plus fier moi que lui ne l'était d'avoir reçu la récompense. Oui, mais c'est vraiment il est bon à la fois très très généreux, très très humble, et c'est aussi ce qui fait, je pense, une partie de la qualité de son piano. Oui, il n'est pas dans les pattes, il n'est pas, voilà, c'est pas, ils vont m'écouter, moi, et c'est non. Bon, c'est mon fils, il a un charme fou, et puis tout est beau, tout lui réussit, c'est magnifique. Je suis un père heureux. Ah, tant mieux. Ah oui,
Et donc là, il revient. Et non seulement nous sommes des parents heureux, j'ai dit je suis un père heureux, mais nous sommes des parents heureux. Et là, il revient donc une fois de plus, double générosité, puisqu'il offre son concert pour deux bonnes raisons. Voilà, deux associations auxquelles j'appartiens. Le Lions Club, dont on va reparler un petit peu, je veux pas dire brièvement, parce que le Lions Club serait pas content que je les brade. Le Lions Club, c'est un club service. Ce qu'on appelle un club service, c'est un club dont le but est d'organiser des manifestations afin de récolter de l'argent, et cet argent est reversé à des personnes en difficulté, à des personnes dans le besoin. Donc nous avons à plusieurs reprises aidé l'épicerie sociale, nous aidons des personnes handicapées dans le nécessité de certains équipements. C'est nous qui avons financé également Astro, qui est le chien de compagnie de la maison de retraite, oui, qui est absolument. Il est formidable ce chien. Absolument superbe. J'ai failli pleurer un jour parce que comme j'y allais souvent, il accompagne les personnes qui sont au moment de la mort. Ah oui, et puis il y a des personnes qui sont seules et qui n'ont personne à qui parler, et quand ce chien rentre dans leur chambre, leur apporter le courrier, parce qu'il vient leur apporter le courrier le matin, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de sourire, c'est un moment de partage avec l'animal, ça apporte énormément aux personnes âgées, seules en fin de vie, et c'est vrai que c'est magique. Donc le Lions Club également fait une opération qu'on appelle l'opération 5000 enfants, où nous permettons à des enfants défavorisés de partir une semaine en découverte de la mer pendant l'été. Nous participons également à la lutte contre la rougeole, la lutte contre l'illettrisme, l'aide pour les jeunes, l'opération carrière pour aider des jeunes qui se lancent dans une carrière. Et puis le Téléthon qui est d'actualité, parce que samedi, le Lions Club, depuis le début, est partenaire du Téléthon. C'est le Lions Club qui a organisé à cette époque, au début où le Téléthon a été créé, toutes les réceptions téléphoniques. C'est-à-dire que tous les clubs Lyon de France se réunissaient dans un local qui était mis à leur disposition pour répondre aux appels téléphoniques. Je l'ai fait moi-même. C'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on est placés les uns à côté des autres. Quand on est un peu dur d'oreille et que on doit parler au téléphone avec des gens quelquefois qui ont ou des lignes qui sont un peu moins bonnes que d'autres, des gens qui vous téléphonent du nord de la France avec des noms de villages à coucher dehors. On a beaucoup de difficultés. Celui d'à côté parle en même temps que vous, donc c'est quelque chose de compliqué. Mais on le fait beaucoup moins maintenant parce que beaucoup de dons se font par Internet. Oui. Et les appels téléphoniques sont beaucoup moins nombreux. Donc depuis quelques années, nous avons cessé à Noyon d'aller dans les centres téléphoniques et nous faisons des crêpes sur le marché le samedi matin. Donc samedi 3 décembre. Nous serons de 8h du matin à 13h à vendre des crêpes au profit du Téléthon. C'est des crêpes faites par des gens du Lions Club de toute profession. Vous aurez le médecin qui fait des crêpes, vous aurez le pharmacien, l'ingénieur, voilà. Et je peux dire qu'elles sont excellentes, parce que le jour des associations, nous y étions. Aussi, voilà, le Lions Club participe vraiment. Voilà. Les occasions sont là au niveau de la ville pour nous venir apporter notre soutien et notre aide. Alors notre aide, cette fois-ci, le récital de Cédric, nous l'attribuons à l'épicerie sociale, encore une fois. L'épicerie sociale, nous y avons déjà participé de nombreuses fois, ce qui leur a permis, avec d'autres aides que la nôtre, de changer le véhicule réfrigéré dont ils avaient besoin pour faire de la récolte de marchandises tous les jours dans les magasins. Et puis la communauté européenne a énormément baissé ses subventions depuis un an. Le nombre de personnes qui vont à l'épicerie sociale est chaque année de plus en plus nombreux. Donc ils sont réellement des besoins, et donc les 50% des bénéfices de ce concert iront à l'épicerie sociale de Noyon. Bien. Voilà. Les autres 50%, c'est pour une ONG, c'est-à-dire organisation non gouvernementale. Non gouvernementale. Non gouvernementale, voilà, je cherchais le mot, ONG Niaga,
qui est une association à laquelle dans laquelle je participe depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est-à-dire que nous allons assurer des consultations dans un dispensaire de brousse au Sénégal. Alors cette association est née il y a 6 ans d'un médecin local, le docteur Deleué à Resson-sur-Mât, qui est en vacances avec ses enfants dans le village de Niaga, qui était le village où le Paris-Dakar arrivait. Et donc à l'époque du Paris-Dakar, le village s'est beaucoup développé, des hôtels se sont construits, des touristes venaient à l'appel, les tours opérateurs organisaient des voyages organisés à Niaga. Mais le Paris-Dakar n'est plus. En plus, la conjoncture nationale et internationale fait que le tourisme a beaucoup baissé. Ebola est venu faire des dégâts catastrophiques. Pas au Sénégal parce qu'il n'y a pas eu un seul cas, mais les médias parlant d'Ebola nous donnent l'impression toujours qu'Ebola ça touche toute l'Afrique, alors que ça ne touchait que 3 pays d'Afrique. Seulement les gens ont commencé à avoir peur de venir en Afrique, et le tourisme a énormément chuté en Afrique, malheureusement. Et le village de Niaga a vu tous ces hôtels de l'époque se détruire progressivement à l'occasion des périodes de vent et d'orage. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, il y a la saison d'hivernage qui a lieu du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, où il pleut énormément. Et du mois d'octobre jusqu'au mois de juin suivant, il pleut plus du tout. Mais quand il pleut, c'est de grosses inondations, et notamment à Dakar. Et la population de Dakar est en partie transférée par le gouvernement vers Niaga, qui est un village qui est en train de se développer de plus en plus. André Deleué, quand il a voyagé là avec ses enfants, a trouvé un dispensaire créé par Gilbert Sabine, le père de Thierry Sabine. Oui. Il a offert le dispensaire au village de Niaga, qui était en très mauvais état, tenu uniquement par un infirmier, pas de médecin. Les infirmiers qui ont un rôle majeur et qui en savent beaucoup, mieux que moi d'ailleurs en médecine africaine, parce que j'étais peu formé à la médecine africaine. Donc l'infirmier en sait beaucoup plus que nous sur le paludisme et toutes les autres maladies. Mais ce dispensaire nécessitait vraiment d'être remis un petit peu en fonction. Et donc André Deleué a décidé de créer cette association qui s'articule sur 3 pôles. Le pôle principal est médical. C'est-à-dire que ce sont des médecins, infirmières. Nous avons avec nous un pharmacien parce que nous emmenons avec nous les médicaments. Nous avons le droit à chacun 2 valises de 23 kilos en soute, et je peux vous dire que nos valises sont pratiquement à 80% remplies de médicaments que nous distribuons gratuitement donc à toutes les personnes que nous consultons. Le pôle médical avec également une sage-femme, avec une opticienne qui vient de temps en temps pour distribuer des lunettes, une kinésithérapeute qu'on a pu emmener également avec nous. Ensuite, après le pôle médical, il y a un pôle technique ce sont des ingénieurs, des gens des travaux publics qui viennent donc reconstruire et rénover le dispensaire. On a amené l'eau, on a creusé un puits, on a ramené l'électricité, créé un plafond, un préau pour que les gens, quand ils attendent au moment de la saison des pluies, soient pas trempés. On a refait tous les sanitaires, etc. Donc on rénove petit à petit ce dispensaire. Et le 3e pôle est scolaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie des personnes de notre association qui interviennent dans les écoles. Au début, c'était uniquement pour faire de l'information d'ordre d'hygiène, apprendre à se laver les mains pour éviter la transmission des maladies, se laver les dents, la propreté. Malheureusement, c'est très sale partout dans les rues, ce ne sont que des déchets, donc on apprend dans les écoles un petit peu. On organise une journée en ramassant dans la cour de l'école tout ce qui traîne, les papiers, les plastiques, et puis on leur apprend donc à trier. Donc on essaye de faire un petit peu d'éducation. L'association a été créée donc sur ces 3 pôles. Le pôle médical, je peux en parler puisque j'en fais partie. Arrivant là-bas, peu formé à la médecine africaine, j'ai été surpris d'en voir peu, en fait, strictement africaine, et de voir beaucoup d'hypertension, de diabète. Ah oui? Oui, beaucoup d'hypertension, beaucoup de diabète. Ah oui. Beaucoup de personnes qui souffrent de maux d'estomac parce qu'ils mangent très épicé. Ah oui.
Beaucoup de personnes qui ont mal au dos parce que ils travaillent beaucoup dans les travaux champêtres, ils sont courbés en avant, les femmes portent les bébés sur le dos, font tous les travaux ménagers avec un bébé sur le dos, d'ailleurs c'est magnifique à voir. Oui. Et puis Elle porte aussi sur la tête beaucoup sur la tête, effectivement. Alors je vois donc dans le village, il y a un puits, les femmes viennent chercher l'eau au puits, elles payent, d'ailleurs c'est très très pauvre, hein. Elles payent pour venir récupérer de l'eau, mais elles viennent avec quelquefois des bassines. La femme, elles sont 2 personnes à soulever la bassine pour la poser sur la tête de la personne qui va repartir chez elle, peut-être en brousse, faire 2 ou 3 kilomètres avant d'arriver chez elle, hein. Donc c'est vrai que c'est... Ah oui, ça donne un très beau port de... Ah ben par oui, contre... Oui, parce qu'on n'a pas intérêt à pencher la tête. Elles sont hyper cambrées, elles sont... Oui, la colonne vertébrale. Ah oui. Et donc également beaucoup de problèmes cutanés parce qu'on vit il y a une route goudronnée qui est la rue principale, mais dès qu'on est dans les rues latérales, on est dans le sable. Donc il y a forcément beaucoup de détritus et de saleté, des brûlures parce que ils font beaucoup cuire des petites choses sur des petits réchauds par terre et les enfants courent, jouent, tombent, se brûlent. Donc on a pas mal de ces pathologies-là. Et puis sur le plan médical, c'est vrai que on part une semaine ou 2. Moi, étant à la retraite pratiquement, je fais 2 semaines, mais beaucoup de mes confrères qui travaillent encore viennent une semaine. Mais en général, on est 3 médecins la première semaine, 3 médecins la deuxième semaine, et on boucle donc les 15 jours à 3 médecins. On a fait 1000 consultations. Oui. Oui, c'est énorme. Hein. Donc, mais les gens se précipitent dès que vous arrivez. Les gens viennent, quelquefois on fait 4-5 kilomètres à pied pour être là le matin et être les premiers parce qu'on distribue des tickets, on se limite quand même dans la journée parce que sinon on n'arrêterait pas, on se limite à 25 à 30 consultations chacun par jour. Mais les gens qui le savent sont là dès le matin à 3h, 4h du matin pour avoir un ticket quand ils arrivent. Alors, les choses ont un petit peu changé parce que le village de Niaga, depuis 1 an, nous l'avons quitté. Après 5 ans là-bas sur place, avec moi qui ai vécu l'émission là-bas, je l'ai quitté avec très très triste parce qu'on a eu l'occasion de créer beaucoup de contacts avec les gens qui étaient là-bas, la population. Il y a une maison des jeunes dans laquelle on intervient et on leur apporte. D'abord, ils demandent à regarder un film tous les ans, donc on ramène un film. Le dernier qu'on a vu, c'était Rambo. Alors là, une maison des jeunes avec 200 gamins assis par terre en train de crier. Ils n'ont rien entendu de ce qui était dans le film, mais tout le monde était heureux. On apporte des jeux plus ou moins éducatifs. Par exemple, le jeu de loi du sida. Avec à chaque case sur laquelle on tombe, il y a une question qui est posée. On a formé les éducateurs avant pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées sur ce jeu de loi du sida. Et il y a beaucoup de sida dans Alors le Sénégal est le pays d'Afrique où il y a le moins de sida. Bon. Oui, donc mais il faut quand même. Il y en a quand même un peu et puis il faut faire attention sur ça. Ensuite, on a eu l'occasion de rencontrer des groupes de femmes. Il y a des groupes de femmes. Moi, j'ai été faire une intervention, une causerie, comme on dit, une causerie avec les femmes sur Ebola à l'époque, parce que quand j'y suis allé, on était en plein dans l'épidémie d'Ebola, mais qui ne touchait pas le Sénégal. On a eu également une de mes consoeurs qui leur a fait une causerie sur la violence faite aux femmes. Oui. Et ça a été un moment très très fort parce que pas d'hommes, que des femmes. Donc les femmes se sont vraiment libérées de toutes les violences qu'elles ont pu subir, ne serait-ce que la première des violences, c'est le mari qu'on leur a imposé quand elles avaient 15 ans, qu'elles avaient 16 ans, qu'elles n'ont pas choisi, que les parents ont choisi pour eux et qui est quelquefois quelqu'un qui a l'âge de leurs parents, quoi. Oui, sinon plus. Sinon plus. Donc c'est vraiment la première violence dont elles ont parlé très librement. On était surpris. On a créé également des cours de broderie et de tricot. On a un groupe informatique à la Maison des Jeunes. Donc on avait beaucoup de contacts avec la population. Donc je suis parti de là très triste. Alors pourquoi est-ce qu'on est parti de là ? D'abord parce que suite aux inondations de Dakar, le gouvernement de Dakar déplace beaucoup de population et le village de Niaga, on appelle village, vous avez rigolé, le village de Niaga, quand on est arrivé, il avait 10 000 habitants. Oui, justement, je voulais vous demander pourquoi village. Je voulais vous demander combien il y avait de personnes. C'est le nom utilisé là-bas, c'est un village. Parce que quand vous parliez d'hôtels, etc., je me suis dit, oh là là, il ne doit pas y avoir 200 personnes. Non. 10 000. 10 000 habitants et puis comme le gouvernement déplace beaucoup de population, actuellement on est à 40 000.
Mais c'est terrible ça de se faire déplacer par le gouvernement. Eh oui, mais on abandonne ses affaires. Les villes sont inondées. Dakar est complètement inondé en hiver. J'allais dire, bon, il y a certains pays quand il y a eu un tremblement de terre où la population est déplacée parce qu'il y a des sinistres, parce que c'est comme ça. Moi, je trouve ça très triste parce que on est là où on est 100% musulmans. Oui. Et ils vivent encore complètement dans un système que je veux dire patriarcal. Le père de famille vit avec lui. Il y a la grande cour où il a construit tout autour les maisons pour ses enfants, où vivent là tous ses enfants avec les petits enfants, tout ça avec un arbre à palabres au milieu. Tout ça se mélange avec les animaux, les chèvres, les moutons, les chiens, les poules. Et tous ces gens qui sont déplacés en fait de Dakar sont logés dans des HLM. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre complètement l'habitat traditionnel. Venant de Dakar, logés dans des HLM, ils ramènent de Dakar des choses que au début moi j'avais pas connues. La cigarette et un peu la drogue, la violence, la gendarmerie qui doit intervenir plus régulièrement. Les sages, nous quand on arrive à Niaga, on va se présenter aux sages. Les sages sont les anciens. C'est ceux qui sont le garant un peu de la moralité. C'est eux qui vont trancher quand il y a un litige. On va voir le sage. Bon, tous les jeunes qui arrivent de Dakar n'en ont rien à faire. C'est une question de simple politesse finalement. Oui, mais ils sont irrespectueux vis-à-vis des sages. Donc la mentalité est en train de changer. Deuxièmement, une association, quand on arrive au début, on donne, ils sont très très contents, puis petit à petit, plus ça va, plus ils demandent. Une de leurs dernières demandes aurait été, alors qu'ils n'ont rien, aurait été que, vous en France, les enfants à l'école, ils ont tous une tablette, ce serait bien que vous nous rameniez des tablettes pour nos enfants. Alors bon, voilà, ce genre de choses. Et puis la dernière raison qui est la plus importante, c'est que le gouvernement sénégalais et le gouvernement coréen ont passé des accords ensemble et la Corée va construire 20 maternités au Sénégal, des maternités tape à l'œil, avec des grandes salles d'attente, avec des grands écrans plats, pas de matériel médical, mais vraiment la salle d'attente. Alors qu'une femme là-bas qui vient accoucher, si elle vient accoucher au dispensaire, retourne chez elle 3 heures après avoir accouché, en emportant son bébé emmailloté dans des torchons. Et je vois pas donc l'intérêt de grandes salles d'attente. Et le gouvernement, ce sont des accords gouvernementaux. Le village de Niaga n'a rien pu faire pour empêcher. Et la maternité qui se construit sur notre dispensaire qui a été démoli aux 3/4. Ah oui. Bon. Donc tous les investissements qu'on a fait, qui se comptent en dizaines de milliers d'euros par terre depuis qu'on est là, en 6 ans, tous les équipements qu'on a pu faire, tous les travaux qu'on a pu faire ont été détruits par ces Coréens qui installent leur maternité. Donc on a décidé de partir et on a été prospecté, on a demandé au médecin-chef du district de Mbour qui là est au sud de Dakar où est-ce qu'il y aurait des besoins. Il nous a envoyé dans la brousse. Alors là on est complètement dans la brousse. On fait 7 km de piste avec ce qu'on appelle des taxis-brousses. Mais c'est vraiment de la piste en latérite tout carrément dans le sable. Et on est dans un petit village qui s'appelle Tentoubab, où il y a moins d'habitants qu'il y en a à Niaga actuellement, mais où la chose qui nous a le plus surpris quand on arrive, on ne rencontre personne dans les rues. Il y a personne. Les hommes sont dans les champs, en train de travailler, les femmes sont chez elles aux travaux ménagers, mais il y a une école, il y a 300 élèves. Donc comme il y a 300 élèves dans l'école, il y a forcément... Pour combien de mètres ? Il y a des classes. Alors les classes sont de 80 personnes à peu près, de 80 élèves. Non, mais ça, il faut y penser. Hein. C'est ça. Et les enfants viennent de toute la brousse tout autour, c'est-à-dire qu'il y en a qui font 5, 7, 8 kilomètres tous les matins à pied pour venir à l'école. Donc on a vu qu'il y aurait forcément de la demande puisqu'il y avait beaucoup d'élèves. Donc on a décidé de s'installer là. Gros changement parce qu'on n'a pas de contact avec la population actuellement. On a fait 2 missions là. J'ai fait une mission en mai et puis là en novembre. J'y étais encore il y a 15 jours. Gros changement parce qu'on n'a aucun contact avec la population. Il n'y a pas de maison de jeunes, il n'y a pas de groupe de femmes, il y a rien. Donc on fait de la consultation, mais là pareil, autant qu'à Niaga, on est à 1000 consultations en 2 semaines de temps, avec de très très gros besoins pour la population qui n'a jamais consulté de médecin pour beaucoup d'entre eux. Hein. Donc on sent. Et puis là, on est en train de rénover également le centre de soins. On a refait là cette fois-ci
l'électricité et puis les évacuations des sanitaires qui étaient dans un état plus que lamentable. On a également acheté un petit peu de matériel pour la maternité et on a été interpellé par le collège pour essayer d'avoir une aide également. Alors le réseau électrique de la ville s'est installé pour apporter l'électricité dans la ville, mais le collège est hors il n'y a pas d'électricité. Le collège est sans électricité. Alors nous avons fait faire un devis pour lequel nous avons trouvé qu'effectivement l'association ne pouvait pas prendre en charge. Oui. Mais le directeur du collège nous a dit mais on va diviser ça en 3. C'est-à-dire que le collège va en prendre un tiers, les parents d'élèves un tiers et nous, notre association va en prendre un tiers. Et ça s'est fait, nous avons reçu il y a quelques jours un mail de remerciement parce que l'électrification du collège a pu être faite. Ah, bien. Donc ça, c'est absolument génial. Dans l'école, bon là ça se passe très très bien également. Les maîtres sont ravis parce qu'ils nous demandent de ramener des supports qui correspondent aux cours qu'ils donnent parce qu'ils ont rien. Donc on apporte des supports vidéo, des films qu'on veut passer aux enfants. Les thèmes qu'on a abordés jusque-là ont été la préhistoire, le cycle de l'eau, l'eau en l'état de glace, l'eau à l'état de vapeur, l'eau, les vertébrés, invertébrés. Donc à chaque fois on ramène en accord avec la personne qui s'occupe d'eux, n'est pas du monde de l'enseignement, mais elle se fait prêter des documents par des personnes qui sont du monde de l'enseignement pour vraiment être présenter les documents qu'il faut. Oui, puis applicable à l'Afrique, parce que nos ancêtres les Gaulois. Donc c'est vraiment très très bien. Et nous on fait de la formation. On est obligé d'avoir des traducteurs parce que bien que la langue française soit la langue officielle du Sénégal. Oui, il parle quoi là? Il parle le Wolof. Là c'est le Wolof, là, parce qu'il y a différentes langues aussi. Il y a différentes langues. Ça c'est le Wolof. Et donc on a des traducteurs. Et qui sont soit des élèves infirmiers, soit des infirmiers mais qui n'ont pas de travail, soit ce qu'on appelle des agents de santé, parce que le village de Tentoubab où on est, comme je l'ai dit, il y a plein de petits villages tout autour qui ont des cases de santé avec un agent de santé qui n'a aucune formation en rien du tout, mais qui est capable d'assurer un minimum de soins, soigner une blessure, donner du paracétamol à un enfant qui a de la fièvre, et surtout faire un dépistage de paludisme, parce que ça se fait simplement avec un petit test sanguin. On pique le doigt comme pour le diabète, et sur une petite révélateur, en 3 minutes de temps, on sait si c'est paludisme ou pas. Et si c'est positif, tout est codifié, n'importe qui, il n'y a pas besoin de médecin, n'importe qui peut lancer le protocole de soins du paludisme. Alors du paludisme, on en voit un petit peu là en novembre, parce que la saison des pluies a eu lieu, donc de juin à octobre. On voit un petit peu de paludisme. Alors qu'en mai, on n'en voit plus du tout, parce qu'on sort d'une période de grande sécheresse et qu'il n'y a plus d'eau stagnante, il n'y a plus de moustiques, alors que là, en novembre, il y en a. D'accord. Alors, les Français qui interviennent là-bas sont des bénévoles. On est tous bénévoles. Pardon, je vois un tout petit peu. Parce que ça, c'est important. Moi, je me rappelle, au collège où on travaillait, mon mari avait fait intervenir Médecins sans frontières. Et puis, le personnel était venu, avait expliqué, etc. Et je me rappelle la tête des élèves quand ils ont réalisé, petit 1, que ces médecins partaient bénévolement. Petit 2, qu'ils payaient même leur voyage. Et alors là, les gamins s'étaient dit, mais c'est pas possible. Mais voilà, le bénévolat, on paye notre voyage, on paye notre hébergement, l'hôtel, on paye nos repas. Voilà. Et le bénévolat, c'est aussi ça. C'est donner de son temps, donner un peu de son argent aussi, mais donner de son temps. J'estime qu'on est tellement récompensé quand on sait regarder les autres, quand on sait voir qu'on a quand même on vit dans un monde tellement privilégié qu'on a tout. Quand on sait regarder l'autre qui n'a pas tout ce qu'on a, on se dit qu'il faut donner un peu de son temps, il faut donner un peu de son argent pour l'autre. C'est pas. Je pense qu'on devrait tous penser un petit peu comme ça. Tout à fait. Et donc Cédric dimanche va offrir avec la générosité qu'il a, va offrir sa musique, va nous offrir un merveilleux spectacle. Voilà. Donc, Chopin, et à Niagara, vraisemblablement,
ce que va rapporter son concert, va permettre de reconstruire 2 classes, parce que les enfants là-bas sont dans des classes dans un état épouvantable. Il y a une classe dont les murs sont fissurés, on passe la main à travers. Et ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre ça peut s'écrouler. Oui. Ils ont des toits en tôle ondulée qui sont percés par la grêle quand il pleut et qu'il y a des orages dans la saison d'hivernage. Et les gamins quand il pleut sont trempés là en dessous. Donc l'ONG Niaga va reconstruire 2 classes. Vraiment, on emmène avec nous des techniciens, ingénieurs du bâtiment qui ont fait un très beau travail de plan et de contact. Quand on fait des travaux, on fait travailler des artisans locaux. Là, dans les travaux qu'on a fait cette fois-ci de refaire la plomberie, l'électricité et tout, on a fait travailler 17 personnes du village. Et ils ont été extrêmement reconnaissants qu'en plus on apporte nos soins, on donne les médicaments gratuitement, on rénove et on a fait travailler des gens du village. Ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est bien. Ah oui. Oui, et ils participent, voilà. C'est aussi peut-être le moyen aussi d'établir, vous disiez on les voit peu, mais le fait justement de travailler ensemble va faire des ponts entre voilà. Oui, je crois que vous êtes arrivé au bout de votre voix. Non, ça va, ça casse un petit peu là. Bon, de toute façon, on a même dépassé l'heure, mais je trouve ça formidable parce que c'était vraiment très intéressant. Dépassé l'heure. C'est pas grave parce que c'est dans l'émission Lectures offertes, je me permets de dépasser mon heure. Et puis je suis un passionné quand je fais quelque chose, donc là j'ai essayé de transmettre toute ma passion. Mais pas du tout, au contraire. Comme mon fils transmet dans sa musique, moi je transmets dans ce que je fais. Non, moi je vous ai de toute façon invité pour que vous nous parliez. C'était absolument passionnant de ce qui se fait, et c'est vrai que là, si on peut contribuer à quelque chose en plus en se faisant plaisir. J'invite vraiment. Il reste des places, s'adresser au Chevalet. Il reste quelques places. Chevalet, Cultura à Compiègne, magasin Auchan également dans des places. Alors on peut peut-être dire le prix, c'est 25 €. 25 €. Pour un spectacle adulte, pareil, je trouve que c'est absolument... Et 10 € pour les moins de 16 ans à École de la musique. D'accord. Donc... oui, là, oui, il y a 400 places, de toute façon. 440 places au Chevalet. Oui. Et donc, moi, quand je suis allée retenir mes places, on m'a dit, bon, il en reste encore. Oui, il y en a encore. Je m'inquiétais. Il y en a encore, mais cette semaine, on va faire une grosse pub. Encore, les journaux vont en parler, les radios en parlent, donc... Voilà, j'espère qu'on va remplir la salle. Et puis écoutez, c'est vraiment un artiste pareil, il faut pas le laisser passer sans aller l'écouter. Parce que moi, je demande constamment, alors, quand est-ce qu'il revient? Oui, je suis allé distribuer des flyers à l'entrée du Théâtre Impérial samedi soir, et beaucoup de gens qui allaient au spectacle. Ah, c'est vrai que c'est bien, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, effectivement. Il a joué 10 fois au Théâtre Impérial. Mais là, on attend toujours qu'il revienne. Du temps de Pierre Jourdan, il y a un petit peu un changement d'équipe, et puis là, il n'a pas été demandé depuis 2 ans, mais c'est vrai que Cédric qui revient dans la région, c'est un événement. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler avec enthousiasme. Merci à vous, Geneviève, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà, de ce projet. Et puis, écoutez, on va peut-être se séparer en écoutant Cédric qui nous joue Chopin. Voilà, donc c'est une balade, la balade numéro 1. Je passerai peut-être pas tout, parce qu'il y en a pour 10 minutes. Mais bon, le temps que nous disions au revoir. Donc, écoutez cette balade. Et puis, je pense que de toute façon, il y aura des morceaux peut-être un petit peu plus courts. Oui, il jouera les 24 préludes. Oui, d'accord. Donc les préludes sont des petites pièces très courtes. Je les ai pas, voilà. Non, mais il les a pas encore enregistrées. Non, justement. Donc et puis alors je les avais par quelqu'un d'autre et je me suis dit non, ça va pas. Ça. Non. Passons. Mais c'est un projet très proche qui est l'enregistrement effectivement des 24 préludes et autres pièces de Chopin. D'accord. Moi, je suis toujours à l'affût. Je vous ferai savoir. Merci. Au revoir, docteur. Merci beaucoup Geneviève. d'être intervenu. Au revoir.